Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau cadre qui va énormément résonner parce qu'il n'y a absolument aucun meuble dans cette pièce. J'ai fait le sapin ce matin exprès pour vous, pour mettre un petit peu de joie. Je viens de déménager, on est en plein travaux, rien n'est prêt. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, il y a de l'électricité. Ouais, il y a de l'électricité. Aujourd'hui, j'avais envie d'inaugurer, on va dire, cette nouvelle maison avec une vidéo que j'adore faire, c'est-à-dire une sorte de bilan envie, gros moment marquant de l'année lecture 2023 déjà. C'est comme ça me permet moi de faire une rétrospective. Parfois, j'aime bien voir les années d'avant en me disant j'avais dit que j'allais lire ça et je l'ai jamais lu. Voilà. De voir un petit peu comment j'ai pu changer sur certains avis et ce genre de choses, c'est assez cool. Et je sais que c'est une vidéo qui vous plaît parce que ça donne des petits tips de lecture et surtout ça permet d'ouvrir la discussion. Aujourd'hui, je voulais simplement vous rappeler que la campagne Ulule se termine. Voilà, vraiment aujourd'hui, si vous avez envie de nous aider à financer la sortie de la fin et suite des Voix de l'Oporum, donc La Reine de Fer, suite de La Gardienne du Chardon, je vous mets le petit lien en barre d'infos. C'est donc un roman qui mélange le steampunk, le roman historique et la fantasy, fantastique. On est donc au 19e siècle sous la cour de la reine Victoria. Victoria elle a obtenu un sérum d'immortalité, notamment en se nourrissant de créatures qu'on nomme des sources. Les sources, c'est des créatures qui sont apparues au 15e siècle et qui, dès leur arrivée, vont essayer de nouer des échanges avec les hommes et surtout des accords de paix. Et pour ce faire, elles vont donc passer un pacte avec ces derniers, c'est-à-dire donner certains de leurs pouvoirs pour pouvoir rester en vie. Ce qui va causer deux grands effets. Le premier, c'est que toutes les grandes nations, notamment les pouvoirs souverains des grandes nations, ces familles vont obtenir certains dons, mais surtout l'une d'entre elles va trahir ce serment et causer, on va dire, la chasse des sources d'une certaine manière avec des gros traits. Londinium est à feu et à sang parce qu'il y a des rebelles qui essayent de faire chuter Victoria, qu'on appelle les confédérés de l'Union libre. Et dans l'histoire, on suit Isobel Galloway, qui est une des héritières de la couronne d'Écosse, qui vit comme une sorte d'otage, en fait, à la cour de la reine Victoria, cour, palais suspendu qui flotte au-dessus de Londinium, et qui va connaître le pire qui soit pour elle, c'est-à-dire la perte de sa sœur, Blair Galloway. Blair, c'était tout l'univers d'Isobel, et surtout, sa sœur aurait dû épouser le fils de la reine Victoria et elle disparaît 3 jours avant. Isobel va essayer de savoir ce qui s'est passé et surtout de survivre dans une cour qui lui veut la peau parce que elle a une particularité et surtout elle est écossaise et que à cette époque, et c'est toujours un petit peu le cas, les Écossais et les Anglais ne se sont jamais vraiment très bien entendus. Donc c'est un mélange, on va dire, de magie, de dons, voilà, plusieurs familles qui ont des dons particuliers, d'automates, de machines volantes si vous aimez le steampunk et surtout d'historique avec des réinterprétations. Voilà, on joue avec l'histoire et ça c'est super chouette. C'est un roman qui va mélanger autant les thèmes de la famille que des maladies mentales, que de la construction de soi et aussi de la responsabilité d'une certaine manière et du fait de faire face aussi à son avenir. C'est un ouvrage qui est fabriqué en France de A à Z. Nous, on ne travaille pas avec Amazon et on imprime sur papier recyclé ou renouvelé. On essaye d'avoir une démarche assez éthique en termes d'édition, la plus éthique qui soit. C'est un ouvrage qui est donc illustré par Gustave Auguste qui nous avait fait la première couverture. Et si vous voulez nous aider à concrétiser ce projet, n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos et de suivre le lien qui vous conduira jusqu'à la cagnotte Ulule. On a besoin de vous pour ce projet, c'est hyper important, surtout que c'est des livres qui coûtent assez cher du fait de leur production et du fait que l'on paye les artistes et les artisans qui travaillent sur ce livre au juste prix. Notre volonté, c'est aussi de ne pas exploiter les gens avec qui on travaille, donc ça coûte des sous parce que le milieu de l'édition est un milieu qui exploite beaucoup, malheureusement. Et on va commencer. On va commencer avec, comme d'habitude, des idées qui vont venir comme ça va jamais être organisé. Même si on est en 2023, ça ne change pas. Alors le bilan de l'année est assez, comment dire, j'étais plutôt bien partie pour suivre l'année dernière en termes de livres. L'année dernière j'avais lu 160 livres, je vous expliquais que c'est pas le rythme que j'avais de lecture. Avant j'étais plutôt autour des 190-200 livres, que c'est quelque chose que j'ai perdu. Et cette année est encore moins bien, je crois que j'ai lu 150 livres là. Je pense que je pourrais peut-être atteindre les 160, j'en suis même pas sûre. J'ai lu
quasiment rien en décembre. Pour deux faits, c'est que je déménage. Voilà, donc ça prend énormément de temps. Il y a des travaux, j'ai pas le temps. Genre là, ça fait des jours où je ne me suis pas posée. C'est un peu compliqué. Et surtout, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai aussi une lecture qui me fout une panne de lecture parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui n'ai pas envie de lire? Parce que j'ai trop de choses à faire. C'est la fin de l'année. Pour tous ceux qui ont des entreprises, c'est compliqué. Et surtout, nous, le livre, c'est quand même le premier acte d'achat en France pour les cadeaux de Noël. Donc c'est une période qui est très chargée. On travaille sur le tome 2 de La Gardienne, donc il y a encore beaucoup de travail. Ce qui fait que c'est un moment où je peux pas être partout. Et j'avais pas envie de ça. Et hier, en fait, j'ai ouvert, parce que je l'avais sous la main, le dernier intégral de la balade de Perne dont je vous reparlerai. J'ai commencé à feuilleter, à lire, en fait, j'étais dedans. Donc je pense que c'est ma lecture en cours qui était très sympa au début, mais qui me fout une panne de lecture de fou et que j'ai envie de la continuer. Il me reste 150 pages, mais je peine à vouloir y retourner parce que j'y trouve pas forcément d'intérêt, malheureusement. Mais bon, ça c'est pas toujours ce qu'on décide, mais on sera, je pense, sur 155 livres à la fin de l'année. Voilà, pour certains ça paraît énorme. Pour ma part, c'est quand même 50 de moins qu'il y a 3 4 ans, en fait, avant la création de l'entreprise. Et pourtant, j'ai eu des études qui prenaient énormément de temps, j'ai eu beaucoup de choses qui prenaient énormément de temps. Je lisais beaucoup le week-end pour essayer de rattraper mes lectures, sauf que maintenant je travaille le week-end et je ne rattrape pas forcément mes jours. Voilà, je fais pas... j'ai pas toujours 2 jours ou même une journée dans la semaine pour pouvoir me poser. Donc quand on fait du 7 jours sur 7, c'est un peu compliqué. Et surtout, j'ai une fatigue... En fait, je suis fatiguée, je crois que c'est ça. Mais je suis fatiguée et ce qui fait que mon attention est un peu moins palpable. Mais je le prends... En fait, je suis en mode, bah c'est comme ça, en fait, je vieillis. Forcément, c'est logique et que 150, c'est énorme. Sachant que j'ai lu quand même des grosses pavasses cette année. Hein. J'ai pas lu non plus beaucoup de petits livres et j'ai lu des belles choses, hein. Je vous ai fait un top, voilà, mais mon rapport à la lecture change, voilà, j'ai du mal à trouver des coups de cœur, j'ai plus la même flamme que quand j'étais adolescente où je commençais à découvrir un petit peu tout, à chercher tout. Je suis un peu plus critique et ce qui fait que bah forcément ça prend un peu de temps et que sincèrement là le soir j'avais plus envie de regarder une série que d'ouvrir un bouquin, mais ça arrive voilà, ça m'arrive par période et c'est surtout que ça m'arrive par période de correction et qu'on travaille énormément la correction de La Gardienne depuis ces derniers mois et donc c'est tout à fait concordant en fait avec le travail parce que quand tu travailles toute la journée sur des corrections, t'as pas forcément envie de rouvrir un livre le soir, surtout pour avoir dans ta tête le truc de je vais recorriger. Cette année a été assez marquée en termes de lecture par 2 petits trucs que j'ai notés un peu dans ma façon de lire. La première, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup plus de one-shot que d'habitude. L'année dernière, j'avais lu des gros cycles d'imaginaire, hein, La Roue du Temps, Terry Pratchett. Là, j'ai avancé dans des séries. Je vous en parlerai après, mais je suis très contente de moi parce que c'est mon objectif de 2024, de terminer plein de choses. Parce que j'ai envie de conclure des choses et que je me connais si je les lis pas. En fait, des fois, c'est des 3e tomes. Hein. J'ai lu tout sauf les 3e tomes. Je ne lirai jamais la suite. Donc voilà, il faut finir les séries. C'est des choses que vous entendez souvent, mais on est très sollicité avec les partenariats, les SP, à lire beaucoup de nouveautés. Et ce qui fait qu'on est toujours tenté à découvrir autre chose que de continuer des choses. Cette année a été marquée par plusieurs choses. La première, sans doute, a été le fait que j'ai lu des livres qui m'ont profondément déçue. Ce qui n'était pas trop le cas les années précédentes, mais j'ai eu quand même 3 très mauvaises lectures, dont 4 même, parce qu'il y en a une, j'ai voulu poursuivre le tome 2, mais en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout une critique, vous avez tout à fait le droit de lire ce genre, et c'est pas une dévaluation de ce genre, c'est simplement que ce genre ne colle pas à mes goûts en particulier. Il y a un gros bouleversement dans le monde de l'édition depuis 1 an et demi, on va dire. C'est l'arrivée de la romantaisie en France et le travail du livre, qui est concordant avec le travail de certaines maisons d'édition. Et ce qui fait que de gros éditeurs avec qui je travaillais, même de gros éditeurs de l'imaginaire, ont arrêté de faire de la fantasy pour adultes pour faire de la romance avec un fond de fantasy. Et moi, c'est pas ce que je cherche dans mes lectures. Moi, quand je lis un livre de fantasy, je veux lire de la fantasy. S'il y a un peu de romance en fond, quoique, si elle est bien faite, il n'y a pas de problème. Mais la romantaisie, c'est clairement pas... Genre, c'est vraiment un genre que je déteste, voilà, profondément, parce que je n'aime pas ça. J'en ai lu quand même un certain nombre, parce que, sans le faire exprès, hein, parce que vraiment on me les a proposés. Les éditeurs nous passaient la crème pour nous faire croire que c'était de la fantaisie, alors que pas du tout.
Et donc, c'est vrai que cette année, ça a prêté quand même question à plusieurs vidéos. Ça m'a amené aussi de la haine parce qu'il y a une grosse fanbase de Romantaisie sur un réseau social en particulier qui est assez toxique et qui fait que les gens ne peuvent pas... Si on critique la Romantaisie, pour certaines personnes, c'est forcément qu'on les critique eux ou même qu'on c'est facile de taper sur la Romantaisie et tout. Voilà, on peut critiquer la Romantaisie sans taper les lecteurs, mais moi c'est un genre qui ne me correspond pas. Et ce qui fait que cette année j'ai lu 3 livres qui étaient vraiment mauvais dans ce genre-ci. Et les deux qui m'ont plus marqué, ça va être Guild, dont j'ai fait une vidéo quand même consacrée sur... Parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce bilan, et je vous laisserai vous y reporter parce que voilà, la vidéo est assez longue, mais sur le fait que j'étais extrêmement choquée par cette lecture, sur tout le système éditorial qu'il y a derrière, et sur le fait qu'on vend des livres, qu'on market des livres pour les adolescents, alors que c'est des livres qui sont pas du tout adressés aux adolescents, voilà, en termes de sexualité, et que j'ai été ado moi-même il y a une dizaine d'années, et que même si je lisais de la fantasy adulte extrêmement violente, ce n'était pas ce type de violence, et c'était surtout pas ce type de sexualité qui était représenté, qui est à mon sens assez dangereuse. Donc en fait, cette année, il y a eu un gros bouleversement qui me fait assez peur. En même temps, je prends du recul parce que j'ai quand même des doutes sur le fait que la romantaisie va vraiment perdurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont déjà lassés, on le voit sur les réseaux sociaux, moi j'en entends quotidiennement parler de ça. Ça va aussi avec le travail sur les beaux livres. Il faudrait faire une vidéo là-dessus, mais il y a tout un système éditorial qui s'est bouleversé avec le jaspage, le travail des beaux livres, et on privilégie maintenant l'esthétique à la qualité des livres, quitte à publier en masse, quitte à publier mal, et quitte à publier n'importe quoi. Et c'est les réseaux qui alimentent ça, voilà, c'est malheureux, mais on fait partie aussi de l'engrenage. Et je dois dire que ça m'a un peu effrayée au début de l'année en me disant, merde, dans tous les catalogues, il y a que de la romantaisie, je ne vois que de la romantaisie, il y a que ça à lire, de ne plus voir des textes fondateurs qui apparaissent, ou moins de voir de la vraie fantaisie pour adultes bastonnade, que j'adore, qui est un peu moins représentée et qui est pas forcément non plus publiée par les éditeurs indépendants qui vont plutôt publier des textes qui sont un peu plus nuancés, un peu plus politisés ou ce genre de choses. Donc la bonne vieille baston à la Abercrombie, je ne la trouvais plus et ça me désespérait parce que c'est ce que j'aime. Et il y a de la prise de conscience, on est plusieurs influenceurs à avoir eu cette prise de conscience là et de le partager sur le fait que c'est cette manière d'éditer, il y a quand même des grosses problématiques derrière. Il y a aussi le fait qu'un public qui commence à vieillir va sûrement s'en détacher aussi parce que le style littéraire peut désintéresser en vieillissant, et surtout il y a des gros problèmes qui sont attachés à ce style, notamment portés par certaines maisons d'édition sur la façon dont ils fabriquent les livres ou le processus éditorial, et surtout sur la manière dont ça institue un certain type d'ouvrage. Ça cause beaucoup de tort sur beaucoup de choses. Alors c'est super chouette qu'on fasse des plus belles couvertures, que les livres sont bien plus travaillés. Le problème c'est que ça conduit une production en Chine plutôt qu'en France. Voilà, je pense que les gens n'ont pas conscience de ça, mais le jaspage et tout ça, ça permet de développer encore plus la délocalisation de l'impression, et donc de ne pas faire travailler des gens en France, et surtout peut-être de faire travailler des gens à l'étranger dans des conditions qui sont un peu problématiques. Et c'est qu'un truc parmi tant d'autres, mais je vais clore là-dessus. Mais ça me faisait peur cette année, ça a pas mal changé. On voyait aussi que c'est ce qui intéressait sur les réseaux sociaux. On a même des éditeurs qui ont vendu ces bouquins-là via certains représentants, donc ceux qui font le lien en fait là, entre la maison d'édition et les libraires, en disant que c'était de la YA, donc de la littérature pour adolescentes, alors que c'était de la littérature adulte. En fait, les éditeurs jouent le jeu du public, les adolescentes veulent lire ça parce que c'est ce qu'elles trouvent cool, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on devrait lire. On peut lire de la romance, on peut lire des trucs choquants. Ce qui sort actuellement est assez problématique, voilà, parce que romantaisie est souvent le synonyme de relation entre personnages extrêmement problématiques et messages très problématiques qui vont avoir une influence en fait sur les jeunes générations qui sont en construction. Et on est sur un milieu qui change, un milieu dans lequel je me suis pas du tout reconnue. J'ai même un peu moins lu de fantasy parce que j'étais désarçonnée. Et ça va aussi avec la deuxième information. Cette année a été assez riche en termes de SP. On me propose très très souvent des services presse.
Et j'ai travaillé avec Bragelonne pendant quasiment 7 ans, 7-8 ans, ça fait très longtemps. C'était le premier partenaire de la chaîne. On n'est plus partenaire, je n'ai pas été reconduite pour une simple raison, c'est qu'il y a eu un changement de direction et que ce changement de direction n'apprécie pas mon contenu. Voilà, il faut dire ce qui est, à un moment il faut mettre les mots là-dessus. Et ça a été plutôt un soulagement pour moi parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se seraient dit oh mon dieu j'ai plus le plus gros partenariat que j'ai, et moi j'étais en mode oh, mon dieu c'est terminé, parce que ça faisait 2 ans que ma relation avec Bragelonne était un peu plus compliquée en termes de partenariat, dans le sens que je me forçais à lire des livres parce que quand je m'engage auprès de quelqu'un, moi j'aime bien fournir un bon travail. Voilà, c'est ma façon de gérer, c'est ma façon de procéder, je suis comme ça. Et ça, cette année, ça a été catastrophique en termes de lecture. J'ai eu énormément de déceptions, de livres moyens, de choses où je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a publié. En fait, Bragelonne a simplement changé de ligne éditoriale. Je pense plus qu'on puisse considérer Bragelonne comme ce qu'était Bragelonne. Maintenant, c'est une nouvelle maison d'édition, notamment qui axe pas mal sur la romantaisie, ce genre de choses. Donc voilà, il y a eu un gros changement qui est un soulagement et qui va redonner un renouveau à la chaîne, parce que cette année, je pense que ça s'est un peu vu sur la chaîne, j'ai envie de mettre en avant les indépendants de l'imaginaire parce que c'est chez eux que j'ai le plus de coups de cœur, et c'est surtout les livres les plus intéressants qu'on puisse trouver sur le marché quand on est lecteur adulte et qu'on cherche des livres assez originaux avec du world building, des choses qui sont approfondies. Et donc, c'était cohérent que mon plus gros partenaire ne soit pas forcément un gros groupe et que je me tourne plutôt vers des petites maisons d'édition, ce qui est le cas, hein, j'arrête pas d'être contactée en ce moment. Voilà, peut-être que l'appel a été entendu, mais il y a des belles choses qui sortent, il y a des nouvelles collections d'imaginaire chez des éditeurs qui sortent, donc voilà, il y a des choses en prévision, mais le fait que j'ai décidé d'être encore plus engagée sur mes lectures, ça a été un pas en plus, hein. Moi je suis engagée dans mon travail avec la maison d'édition. J'avais déjà avant une certaine éthique de la chaîne YouTube, hein. Cette année, j'ai instauré bien sûr ces pastilles que vous voyez avec les services presse, les partenariats, pour que ça soit très visible, parce que il y a beaucoup, et je le vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas quand ils reçoivent des SP. Donc voilà, pour moi, je veux que ça soit le plus clair possible. Et là, je trouve qu'on a trouvé la bonne chose pour que, paf, vous le voyez, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'ai décidé cette année d'arrêter de lire certains éditeurs. Il y en a certains qui m'ont proposé des livres là où je suis pas d'accord avec certaines choses. Vraiment, je suis pas d'accord dans l'essence. Mais c'est des auteurs français. J'ai envie aussi de soutenir plutôt les auteurs que forcément la maison d'édition. Notamment concernant l'intelligence artificielle qui, pour le coup, est un des gros sujets du moment et un des gros sujets que je suis pas contente de ce qui se passe. Voilà, je sais que je vais vous présenter des éditeurs où potentiellement il y a des couvertures qui sont faites à l'intelligence artificielle. Ça va arriver de plus en plus sur le marché. Moi, c'est quelque chose que je ne soutiens pas. C'est encore ma limite. Peut-être que ça ne sera pas ma limite l'année prochaine. Mais sachez que c'est quelque chose qui me rend extrêmement mécontente en ce moment de voir que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu, notamment dans le livre, qui, mine de rien, appuient, on va dire, l'intelligence artificielle sur tous ces points. Voilà. Voilà, c'est un autre débat, on pourrait en parler dans l'édition parce que ça a vraiment une implication assez effrayante. Mais il y a des éditeurs que je boycotte et que je m'en suis jamais caché. Le premier, et pourtant j'ai reçu des SP2, je ne lis plus de De Saxus, et je préfère le dire maintenant parce que c'est une question qui revient souvent, du fait que De Saxus a des façons de travailler qui sont en totale opposition avec ma vision de l'édition et mes principes moraux, on va dire. Et chacun fait ce que vous voulez. Vous lisez De Saxus, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je ne veux plus être dans ce procédé-ci. Et s'il y a un livre de chez eux qui m'intéresse, je le lirai en anglais. Mais je n'ai pas envie de faire la promotion de cette maison d'édition pour énormément de choses dont on a déjà parlé en vidéo. Mais voilà, ça, c'est mon choix. Et je suis assez étonnée qu'on ait plusieurs à le faire de plus en plus et qu'il y a une prise de conscience. Mais il faut un moment parler du fait qu'il y a certains éditeurs qui ont des façons de travailler qui peuvent poser problème. Voilà. Mais voilà, donc ça, c'est un peu les décisions que j'ai prises cette année. Décision qui s'accompagne un peu avec le nouveau format qui a apparu cette année, que j'aime beaucoup. C'est une maison d'édition,
un nombre de livres. Je sais que c'est un format que vous aimez. C'est un format que j'ai créé. A priori, je ne l'ai pas vu sur d'autres chaînes. C'est sorti de mon esprit. Et je suis contente de voir que ça a sensibilisé énormément de gens. C'est un truc, on ressent un peu une fierté, surtout je me rendais pas compte. Mais quand j'ai fait ma vidéo, notamment sur ActuSF, j'en ai fait sur le livre de poche, sur pas mal d'éditeurs différents, parce que moi j'aime bien parler d'édition et de vous présenter en fait le fait qu'un livre, c'est pas forcément un livre. Derrière un auteur, il y a surtout un éditeur et que la charte graphique, le travail, je veux dire, il y a plein de petites mains qui sont derrière, beaucoup plus complexe que ça. Il y a une prise de conscience et c'est quelque chose que je suis contente d'avoir pu apporter à certains lecteurs sur l'indépendance et notamment l'imaginaire, mais surtout l'indépendance dans le milieu de l'édition. Parce que y a des gens qui ne se rendent pas compte que ça a un impact en fait sur notre achat. Si tu achètes indépendant et que tu n'achètes pas indépendant, tu ne liras pas la même chose. Voilà, tu ne liras pas la même chose et ça ne reviendra pas au même groupe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont à creuser, mais il faut savoir que les grands groupes éditoriaux sont gérés par des gens qui sont extrêmement politisés, qu'il y a de la censure. Pour exemple, Editis connaît des très grosses grèves en ce moment, voilà, de ses employés. C'est assez complexe. Le milieu d'édition est très foisonnant de problèmes en ce moment. Et donc ça a été vraiment quelque chose que j'aimerais développer plus, d'avoir des sujets thématiques. Voilà, c'est quelque chose qui me botte. Et c'est sûrement souvent parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est des discussions. Moi, je suis un professionnel du livre, mais j'ai pas la science infuse. Et c'est souvent mes propres avis, voilà, avec des arguments détaillés là-dessus. Mais j'annonce des faits, voilà, j'annonce des faits et vous les prenez pas. Mais je suis contente qu'il y ait des gens qui se sensibilisent à ça parce qu'on ne se rend pas forcément compte que quand on achète un livre, ça donne une action, ça donne un pouvoir et ça donne aussi ça guide aussi une certaine forme éditoriale. Voilà, c'est ce qu'on a vu avec certaines grosses maisons d'édition en ce moment qui publient d'une certaine manière. Ça marche parce qu'une a marché, les autres ont suivi et ça forme donc un cercle éditorial qui est un peu compliqué. Cette année, je me suis découvert une passion. J'avais envie d'en parler parce que ça a été, je pense, ma plus grosse découverte de cette année. C'est la Cozy Mystery. Je suis obligée de vous en parler parce que j'en ai lu pas mal. Ça a été une révélation pour moi parce que je l'ai acheté sur un coup de tête en me disant j'ai envie d'essayer, je l'avais déjà vu sur des chaînes, on me l'avait recommandé, que j'adore Barnaby, voilà, j'ai grandi avec ça, voilà, vraiment pour moi c'est un modèle qui se rapproche un peu de l'enfance et tout. Et j'accroche. Alors le Cozy Mystery, c'est donc du policier, mais policier avec une petite tasse de thé. C'est-à-dire policier douillet, policier qui fait pas trop peur, c'est un peu le contraire du thriller. Ça se passe, alors souvent dans ce que je lis, dans la petite campagne anglaise, avec des personnages attachants. Au-delà du policier, c'est surtout raconter des histoires de village et des histoires derrière les enquêtes. Et donc, j'ai eu 2 grosses lectures, 2 grosses découvertes. Il y a Agatha Raisin, qui est un peu le classique du genre, et Les Détectives du Yorkshire, qui est un peu mon petit coup de cœur. J'ai lu tout ce qui est sorti en un an. Voilà, j'ai lu 8 tomes. On ne me retenait plus. Et Agatha Raisin, je pense que j'aurais fait la même si le livre n'était pas aussi cher pour le nombre de lectures. Donc là, j'essaye de les trouver en occasion. Mais pour Agatha Raisin, vous suivez l'histoire d'Agatha, qui est une ancienne... on va dire publiciste, elle a une société qui gère de la publicité à Londres. Elle prend sa retraite en avance parce que elle est friquée et elle part dans les Cotswolds, qui est une région magnifique d'Angleterre avec des maisons que vous ne trouvez pas en dessous d'1 million d'euros. Et là-bas, elle part faire sa retraite, mais elle s'ennuie vite fait et elle décide de participer à un concours de tarte, mais mauvaise cuisinière qu'elle est, elle va acheter une tarte. La faire postuler pour gagner le prix de la tarte. Sauf que la tarte est empoisonnée et Agatha est mêlée à une enquête policière et donc dans chaque tome, on a donc des enquêtes. Agatha, c'est très sympa. Je vois déjà dès le tome 4 les faiblesses de ce récit qui réside vraiment dans sa romance et dans le personnage qui est parfois un peu trop tourné vers l'amour. Voilà, moi c'est pas trop mon truc, mais c'est très cosy. Voilà, c'est sympa, c'est drôle. Mon gros coup de cœur, c'est Les Détectives, qui est donc une série qui se passe dans le Yorkshire, qui est une région anglaise connue pour sa pluie et ses vallons. On va suivre donc Samson, qui est un ancien résident de ce village, le village de Burcliffe, et qui a fait toute sa carrière au stup à Londres jusqu'au jour où il est mêlé à un complot et on va l'accuser d'avoir trafiqué. Et lui, il est innocent et donc il va fuir et se caché dans le village de son enfance, sauf que de retour là-bas, on se rend vite compte que Samson a une histoire de famille assez compliquée et que la première chose qui lui arrive, c'est que Delilah, la nana qui gère
on va dire l'agence matrimoniale du village, lui fout une grosse tarte, voilà. Et on apprend vite que Delilah a des problèmes financiers, qu'elle a été quittée par son mari et qu'elle a une société en crise, et que bizarrement, les gens qui côtoient, on va dire, son agence matrimoniale disparaissent ou meurent. Donc il faut trouver une solution. C'est une série qui est vraiment, qui se lit dans la continuité avec des enquêtes, mais surtout avec une histoire de village très exubérante, assez drôle, très anglais, voilà, un peu kitsch, un peu Barnaby, très très chouette. C'est ma découverte et ça me fait du bien parce que c'est facile à lire, que c'est bon enfant. Et que quand je lis énormément de violence, parce que j'adore ça aussi dans mes lectures, c'est ce que je préfère, j'aime bien de temps en temps avoir des petits personnages, voilà, sympas, et surtout des lectures qui me demandent aucune activité cérébrale. C'est-à-dire que c'est des lectures où j'ai pas besoin d'imaginer un monde ou ce genre de choses, hein. Là on est dans le réel, dans l'ancré, tu te laisses conduire par le livre. La fantasy est un genre un peu compliqué à lire, contrairement à ce que certains détracteurs disent, mais la fantasy, c'est plonger dans un univers qui n'existe pas, avec des histoires originales et parfois avec beaucoup de sous-entendus, et ce qui fait que c'est toujours plus difficile à lire que deux mecs qui vont aller enquêter dans la boue en Angleterre, tu vois. C'est quand même... Ça demande un level un peu plus compliqué, et donc c'est bien d'avoir des petites pauses. J'ai terminé, alors celle que j'ai notée en premier, c'est Poudremage. Alors, toutes les séries, je crois, ont des vidéos dédiées avec vraiment mes chroniques en particulier. J'ai terminé Poudremage et ça a été une excellente lecture parce que Poudremage, c'est un univers que j'adore. C'est un univers qui s'inspire de la fantaisie napoléonienne avec un général qui va faire un coup d'état, général Tamas, et qui part donc à la reconquête et à la reconstruction d'un empire. Donc on a un roman choral avec beaucoup de personnages, dont son fils Taniel qui est lié à une sorcière qui ne parle pas, et faut savoir que dans le premier tome, c'est beaucoup plus de politique et de gestion de royaume. Dans le deuxième, on se rend compte qu'il y a les armées ennemies qui essayent d'attaquer avec des dieux qui vont se mêler aux affaires. C'est de la magie qui fonctionne avec de la poudre, le système de magie est super chouette, les personnages sont badass, c'est guerroyant, c'est belliqueux, j'adore ça. Ça me fait penser un peu à ces vibes à Abercrombie, donc vraiment j'ai été très conquise, c'est une trilogie. Faut savoir qu'en anglais, l'auteur a déjà écrit sur d'autres, dans le même univers, hein, mais c'est pas encore traduit. Mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur en termes d'aventure, de personnages. Il y a que quelques petits défauts, dont un personnage de Marissou dans le troisième tome. Mais sinon, j'ai été touchée par les personnages du genre le père et le fils. C'est mes boys, tu vois, ils sont dans mon cœur et ils resteront parce que j'ai adoré parce que c'est de la fantaisie qui découpe et moi j'adore ça. Et surtout la stratégie militaire, les batailles et le système de magie qui alimente ça est très chouette. Ça sort aussi des carcans habituels avec plein de thématiques différentes. Je vais prendre par exemple pour exemple le personnage de Taniel, donc le fils du général, va subir un truc un peu horrible, c'est que sa fiancée va le tromper. Et on va avoir son point de vue à lui, mais on va aussi avoir son point de vue à elle et pourquoi elle l'a fait. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait qu'on parle de ce sujet-là parce que c'est pas forcément très fait en fantasy et quand c'est fait avec des gros sabots. Et là, c'est fait de manière touchante et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le texte. Ensuite, j'ai fini un gros cycle. Je sais que vous êtes pas mal à l'avoir commencé sur mes conseils. C'est le cycle de la Tour de la Garde. Donc, c'est un cycle à 4 mains de Guillaume Chamanadjian et de Claire Duvivier, donc Capitale du Sud et Capitale du Nord. J'ai eu notamment un coup de cœur pour Capitale du Sud cette année. C'est une série qui est franco-française cocorico, c'est-à-dire que on est très inspiré, je trouve, du nord de la France et du sud de la France dans les univers qui sont présentés, ces deux cités différentes. Une, on va suivre donc celle dans le sud qui me rappelle un peu Marseille parce qu'on est vraiment sur un port avec de l'échange commercial, de denrées, tu vois, la bouffe et ce genre de choses, très sud de la France, où on va suivre Nox qui est un héritier, on va dire, d'une grande famille maudite et qui va travailler pour un homme qui est à la gestion de la cité avec plusieurs autres, qui va être embrigadé dans des systèmes politiques compliqués, dans des dominos politiques qui vont s'effondrer et surtout qui va trouver un livre magique. Dans le deuxième, on va suivre donc dans la série de Claire Duvivier, Amalia qui est l'héritière, on va dire, de goût. C'est un gouvernement qui est composé, on va dire, de nobles dans sa cité et qui a été instruite, contrairement à beaucoup de gens, qui a un fiancé et qui va voir son fiancé extrêmement changé au contact d'un objet.
et surtout va se confronter à des complots aussi à sa part et surtout à de grandes aventures et de grands voyages et à l'acceptation aussi de son statut de femme dans cette société qui ne l'avait pas habituée en fait à ce rôle-ci parce qu'elle a été un peu éduquée de façon différente. C'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est une série qui prend son temps, qui présente des choses qu'on voit très peu en imaginaire. Voilà, la nourriture par exemple a une place très très importante dans le texte. C'est beaucoup de place au travail des personnages et des sentiments. Les relations sont complexes, sont développées, sont touchantes. C'est pas une fantaisie qui va péter dans tous les sens. Voilà, pas du tout. C'est une fantaisie du quotidien. C'est une fantaisie. C'est pour ça que je pense qu'elle plaît aussi à des gens qui sont pas amateurs d'imaginaire. Parce qu'on pourrait croire que c'est des royaumes qui existent, à part le fait qu'il y a un peu de magie. Sinon, voilà, ça fonctionne très bien. Et moi, mon coup de cœur, j'ai adoré parce qu'on parle de gestion de cité. Et quand on aime les Sims, j'adore la gestion de cité. Ça a été aussi des textes qui sont très ouverts d'esprit et qui abordent des thématiques qu'on ne voit pas forcément, donc je vous les recommande. J'ai terminé par exemple le livre des glaces de Mark Lawrence, qui a été plutôt un très bon début, mais une fin qui se perdait. Hein, le Mark... j'ai pas compris. J'ai pas compris où il allait, mais malheureusement, ça n'a pas forcément ça n'a pas forcément fonctionné avec moi, dans le sens en plus que j'ai l'impression que c'est lié à son autre texte qui est le livre des anciens. Et pourtant, j'adore Mark Lawrence, hein, c'est un auteur que j'aime bien, mais là, c'était trop tarabiscoté dans tous les sens. Je trouvais que le récit n'était pas assez maîtrisé pour sa fin, mais le premier tome vaut vraiment le coup parce que ça se passe dans les glaces, voilà, dans des clans qui vivent dans cette espèce d'Arctique et dont un des enfants va être jeté dans un trou et la sœur va essayer de le sauver et va découvrir un autre monde en dessous, peuplé de géants et de créatures affreuses. Je vous en dis pas plus, mais c'est dommage d'avoir des tomes qui sont aussi sympas à suivre et qu'on ait une fin qui est aussi tarabiscotée. Et en plus, quand on ne lit pas le Mark Lawrence, je pense qu'on peut être perdu, surtout quand on l'a lu, ça fait très redite avec le livre des anciens, mais je pense que les univers sont croisés. Pareil pour Five Dark Crowns, Three Dark Crowns, tout ça, la série de Karen Dark Blake, qui est une série de young adulte qui m'a moyennement convaincue, notamment parce que c'est une série qui a un pitch très adulte, donc c'est l'histoire de 3 sœurs, et dans ce royaume-ci, en fait, pour régner, donc c'est des héritières, il y en a une qui doit survivre, et donc à leurs 16 ans, elles partent un peu comme dans une sorte de Mortal Kombat pour savoir qui va gagner et sauf que il va y avoir pas mal de bouleversements parce que certaines ont des dons et que c'est pas forcément les bons dons qui sont affiliés, c'est un peu compliqué. Autant j'avais plutôt accroché au premier tome, autant la fin est assez convenue, beaucoup trop gentille. C'est un pitch de dark fantasy, de fantasy hyper glauque, mais c'est très young adulte, donc c'est très tourné sur la romance, c'est pas du tout assez approfondi malheureusement. Mais c'est assez frustrant à cause de ça. Mais en même temps, ça se lit bien et qu'il y a des personnages qui sont assez tape-nerfs. Et c'est horrible à dire, mais moi, j'ai eu de l'attachement pour le méchant de l'histoire et pas pour le personnage gentil. Donc c'est un peu chaud quand même. Donc malheureusement, ça n'a pas été une série qui m'a convaincue plus que ça, même si je pense qu'elle peut convaincre un lectorat qui aime plutôt la young adulte et qui veut se donner un petit peu de frisson. Mais en soi, ça manquait de développement. Voilà, le gros problème de ce récit, c'est que ça manquait de développement et que les personnages qui sont dits positifs sont insupportables parce qu'ils sont niais et clichés en fait. Donc voilà. On était pour la méchante, voilà, pour le coup. J'ai terminé aussi Chevauche Brume, qui est une série moyenne aussi, pour le coup, plutôt belliqueuse. Ce que j'ai aimé dans Chevauche Brume, c'est qu'il y a un véritable travail de l'historique et du combat, voilà, c'est très militaire. Mais c'était un petit peu trop pour moi, dans le sens qu'il y avait un manquement d'attachement au personnage. Chevauche Brume, c'est un pitch assez simple. C'est au début, dans le premier tome, si je m'en souviens, parce que le premier, je l'ai lu quand même il y a longtemps, une compagnie qui part pour une quête, parce qu'il y a un problème, il y a des espèces de murs de brume, et en fait, il y a des créatures qui en sortent, et on va essayer de trouver une solution à ce problème. Il y a un peu de magie, mais le premier tome me donnait vraiment très très envie, et ça s'est essoufflé, même s'il y a des très bonnes thématiques, que ça aborde des thématiques comme la violence conjugale dans le texte, voilà, il y a quand même des choses très chouettes. Personnage féminin très badass et tout. En fait, le world building était sympa, les personnages étaient sympas, mais l'histoire était un peu convenue et ça m'a pas trop enjaillé quoi. J'étais un peu en mode bof. Voilà, pas plus. Ensuite, j'ai terminé, j'en étais extrêmement contente. J'ai terminé les récits du Demi-Loup. J'ai cru que je n'allais jamais terminer cette série. Les récits du Demi-Loup, c'est une série que j'ai commencé avant
mon master d'édition. Donc j'ai dû commencer ça quand c'est sorti. C'est chez Les Moutons. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est bon. Je m'étais arrêtée au tome 2 parce que j'avais pas forcément une très bonne... la dédicace avec l'autrice avait été assez catastrophique. J'avais pas du tout aimé ce moment-ci. J'avais pas du tout aimé comment ça s'était passé. Donc ça m'avait coupé l'envie de lire le bouquin. Et en fait, il y a des grosses intégrales qui sont sorties qui sont illisibles parce que les trucs ils se pètent et tout. Voilà, c'est des trucs énormes. Mais je me suis dit, allez, il y a les 3 derniers. L'histoire t'avait plu. Il faut que tu continues. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans parce que ça faisait quelques années que j'avais lu, mais c'est une histoire qui m'a bien plu. Parce que c'est une histoire que je trouve assez touchante dans ses personnages, c'est très original et c'est une fantaisie qui est très développée et surtout c'est une fantaisie un peu initiatique, on va suivre les personnages de leur tendre enfance, vraiment petite jusqu'à l'âge adulte et on les voit évoluer et c'est vraiment un récit à personnages avec plein de trahisons et de choses qui te serrent le cœur. Voilà, moi j'étais assez... voilà, il y a des moments c'était émouvant, même s'il y avait quelques longueurs. C'est l'histoire en fait de 2 royaumes, donc c'est des cousines, hein, mais quand tu es l'héritière ou l'héritier du royaume en place, tu as des suivantes ou des suivants qui naissent donc le lendemain de ta naissance. Par exemple, tu es né un 14 juillet, bah ton suivant sera le 15 juillet. Et donc on va suivre ces 2 cousines. Une a une suivante et l'autre en a 2 parce qu'il y a eu un problème. Et l'une doit fuir son pays parce qu'elle est envahie par des personnes. Et des petites filles qui s'entendaient comme des sœurs, qui, voilà, c'était des gens qui s'adoraient. Au vu de la politique en place et de plein de conflits et d'un garçon aussi à un moment, mais vont s'entre-déchirer jusqu'à la fin de leur vie, quitte à se faire la guerre. Et c'est un récit qui est assez fou là-dessus parce que c'est vraiment tourné vers les personnages, c'est vraiment dans l'émotion et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée pour ça. Vraiment, il y a des pages où j'étais en mode, c'est de chialer quoi. Mais c'est un univers aussi où au début on nous promettait pas mal de choses et qu'il y a eu des petits... il y a eu des petites frustrations de ma part, il y a eu un peu de manquement de développement sur certaines choses, mais le récit est très très cool, ça a été une très très belle découverte. Pas un coup de cœur malheureusement, parce que je sais qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont dérangé, mais je ne pourrais plus vous dire ce que c'est, est-ce que ça je l'ai lu au mois de février. Et je sais que y avait eu des longueurs dans le texte et que le récit prenait un virage à un moment, j'étais en mode... Ouais, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ça vaut clairement le coup d'être découvert. Vraiment, c'est un livre de fantasy française que vous ne reverrez pas publié chez n'importe qui parce que franchement, les thématiques, la façon dont c'est raconté, la plume est très très belle et ça vaut le détour si vous aimez la fantasy un peu posée, une fantasy qui travaille ses personnages et une fantasy très politique parce que c'est assez tourné là-dessus. C'est assez chouette. Même s'il y a une bonne dose de romance dedans, mais elle est très bien faite dans mon souvenir, donc ça a fonctionné très bien. Et je ne peux pas vous présenter La Balade de Perne, parce que je pense que je vais la faire. C'est ma prochaine lecture, donc je l'aurai fini pour cette année, mais je n'ai pas lu encore l'intégrale 5 de La Balade de Perne, mais La Balade de Perne, c'est un peu la grosse saga que j'ai lue cette année, hein. Je crois qu'il y a 3 intégrales par tome, donc là, j'en ai lu 4. Ça commence à faire un peu de livres, c'est un classique de la littérature d'imaginaire. C'est l'édition un peu compliquée parce qu'ils ont publié dans l'ordre chronologique de l'histoire et pas dans l'ordre de publication, ce qui fait que les 2 premiers intégraux sont pas du tout les textes les plus intéressants. Surtout le premier intégral est assez catastrophique, c'est les textes, les derniers, ceux que personne n'aime, et que vraiment l'intégrale 3, 4, 5, c'est ce qui fait le nœud de La Balade de Perne. La Balade de Perne, c'est un univers où on va suivre, on va dire, des maîtres harpistes et des chevaucheurs de dragons. C'est une planète où il y a des fils qui tombent, c'est des sortes d'astéroïdes qui détruisent cette planète et pour ce faire ils doivent s'armer de dragons et de chevaliers pour les combattre, mais c'est pas forcément les dragons qu'on suit. Voilà, pour l'instant ce sont les maîtres harpistes. En fait ils vivent dans des forts, les gens, et il y a plein de complots politiques sur plein de personnages qui s'entremêlent. C'est vraiment un univers assez complexe, très médiéval fantasy, qui est plutôt tourné sur ces personnages et qui est très novateur pour l'époque parce qu'on a beaucoup de portraits féminins très travaillés, des thématiques qui n'étaient pas abordées dans l'imaginaire. On va parler des violences conjugales, on va parler du rôle des femmes dans les sociétés. C'est des bouquins qui sont sortis à peu près à la même période que Ursula Le Guin, donc on est dans les années 60-70 en Angleterre, ce qui fait que c'est assez novateur là-dessus et c'est pour ça que Anne McCree est reconnue pour son travail et surtout les dragons sont pas omniprésents. C'est vraiment le travail des personnages et les thématiques par chaque texte qui sont abordés. C'est une plume qui a un petit peu vieilli, mais si vous aimez la fantaisie à papa, ça va très bien se passer. C'est une fantaisie alors
qui était féministe à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait remettre en question certaines choses, voilà, sur le portrait des femmes qui est parfois un peu trop... voilà, qui ne correspond plus forcément à nos normes aujourd'hui. Mais c'est un texte que je vous laisse découvrir. Notamment, il faut s'accrocher si vous lisez le tome, l'intégrale 1. Mais si vous aimez les quêtes de personnages, les dragons, les complots politiques, la sensibilité des personnages. On va passer ensuite à mes petites envies. Voilà, on est là pour ça aussi. Alors, parce que je dois parler de l'échec de l'année dernière, j'avais extrêmement envie l'année dernière de lire Anne Rice. Bah, j'en ai lu qu'un, simplement parce qu'ils sont introuvables, voilà, et que même en occasion, si vous commandez en occasion, vous avez, par exemple, pour La Reine des damnés, ça dépend vraiment des tomes, bah vous allez recevoir les vieilles presse pocket. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Les sites d'occasion ne sont pas dans l'obligation de vous envoyer les éditions que vous avez commandées. Voilà, et ce qui fait que, bah là, je vais les acheter au compte-gouttes, hein, mais je ne mets plus l'objectif de Anne Rice parce qu'à tous les coups, ça va être la même galère que cette année et que même si là, j'ai Le Voleur de corps qui m'attend, que je vais lire, je pense, peut-être l'année prochaine ou prochainement, il en reste que c'est assez frustrant, que ça m'énerve un peu et que là on a des trous dans les séries, tout ça parce que personne ne veut rééditer Anne Rice. Alors je ne sais pas si c'est des problèmes de droit, je veux dire, mais Anne Rice, à mon sens, c'était quand même une autrice assez célèbre, hein. Il y a quand même 2 séries qui sont en cours, je crois, aux États-Unis, un film mythique avec Tom Cruise et Brad Pitt, et on n'a pas de nouvelles éditions, et on est plein à chercher putain de tome. Donc ça m'a un peu causé de la frustration et ça m'a gonflé. Pour tout vous dire, ça m'a gonflé. Donc je suis en mode, bon, je suis quasiment sûre que je ne pourrais pas finir cette saga, tout simplement parce que je ne trouverai pas les tomes comme je veux et ma façon de consommer ne me permet pas forcément de commander les tomes en avance. J'ai aussi envie, alors là j'ai pas de titre à vous présenter, mais j'ai envie de lire un genre en particulier l'année prochaine, c'est l'horreur, parce que je me suis découvert un peu une passion pour la littérature horrifique. Donc j'aimerais bien lire des textes d'horreur ou gothique. Il faut vraiment que je me penche en librairie pour acheter et me faire une petite sélection, mais j'adore ça, je me rends compte que c'est un truc qui me plaît, et en plus c'est un truc qui marche bien chez moi. J'ai lu La Maison hantée cette année qui m'a beaucoup plu, ce qui fait que ça va être dans les objectifs de l'année prochaine, et surtout essayer de lire de l'horrifique fantastique, souvent c'est lié, mais c'est vrai que c'est un genre que j'adore en série et donc j'aimerais bien le continuer en livre, et il y a une liste longue comme le bras de lectures à découvrir, mais j'aimerais bien lire les classiques et notamment aller sur des textes qui ne sont pas du Stephen King ou ce genre de choses, aller sur des choses un peu plus originales et un peu plus... Il y a aussi un deuxième genre, alors là c'est un peu plus spécifique. J'ai envie, mais le problème c'est qu'il y a très peu de choses qui sont traduites en France. J'en lis le peu qui est traduit en fantasy adulte, et je dois bien dire parce qu'il y a les seuls livres notamment pour... on va dire la fantasy qui se rapproche des cultures africaines, c'est beaucoup de young adultes traduits dans des maisons d'édition que je ne lis pas. J'ai envie de lire de la fantasy autrement que de la fantaisie européenne, tout simplement parce que je suis quelqu'un de curieuse de nature, je suis quelqu'un qui adore découvrir des cultures différentes, et que j'ai un peu fait le tour de la fantaisie européenne, du moins j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai envie de découvrir d'autres mythes, d'autres créatures, d'autres façons d'écrire, d'autres façons de raconter les histoires, d'autres thématiques. J'ai lu pas mal de fantaisie chinoise récemment parce que y a la fantaisie chinoise a le vent en poupe avec des auteurs qui fonctionnent très très bien, comme R.F. Kuang, comme Ken Liu, voilà par exemple. Mais j'ai envie de découvrir des fantaisies qui se rattachent plutôt au Maghreb ou aux cultures africaines, et j'aimerais découvrir un peu plus de choses. J'ai lu Sirem et l'oiseau maudit cette année, j'ai beaucoup aimé toutes ces légendes qui se rapportent de l'Algérie, et j'ai envie de découvrir un peu plus ça. Pour tout vous dire, j'aimerais trouver un texte chez les Trois Nornes qui s'inspire de cultures du Maghreb ou de cultures africaines, et voilà, c'est une envie prégnante, mais on ne reçoit jamais ça en manuscrit. Je sais pas si c'est un désintérêt, une peur des gens qui partagent ces cultures de les transmettre, voilà, peut-être une appréhension du fait qu'on est dans un pays profondément raciste. Voilà, il faut pas le cacher. Et le lectorat, on a un lectorat qui ne va pas se tourner vers des couvertures forcément avec des personnes racisées sur les couvertures et ce genre de choses, ou de la fantaisie qui n'est pas européenne. Donc j'ai envie de découvrir un petit peu plus ceci, j'ai envie de découvrir plus de fantaisie. J'ai lu la fantaisie coréenne cette année, j'aimerais lire de la fantaisie japonaise écrite
par des Japonais et pas un fantasme un peu français du Japon, parce que j'ai parfois un peu lu. J'aimerais découvrir aussi la fantaisie de l'Amérique du Sud. J'avais adoré Mexican Gothic pour ça. C'était le fait qu'on mette en avant la culture mexicaine et l'histoire mexicaine, voilà, là-dessus. Je trouve que je ne sais plus le nom de l'autrice, mais même si ces récits sont un peu trop romantiques, et par exemple, la fille du docteur Moreau, j'avais moyennement aimé, le contexte est vraiment très très chouette. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus de lectures comme dans cette veine-là. N'hésitez pas à me les recommander. Et sinon, je pense sincèrement que la prochaine fois que je vais aller en Angleterre, je vais axer mes achats peut-être un peu plus là-dessus, parce que les États-Unis publient vachement plus émigrés ou issus de l'immigration, et ça c'est vraiment très très chouette parce qu'il y a une diversité qu'on a très peu en France et ça manque énormément, hein, même en festival et tout. C'est quelque chose qui doit évoluer et j'ai envie de lire ce genre de littérature. Après on va passer à des auteurs un peu plus précis. Alors, celui-ci, je ne savais pas si j'allais vous le dire, mais j'ai décidé de me lancer dans la SF. Alors, j'ai déjà acheté Le Problème aux trois corps, parce que la série sort prochainement, je l'ai acheté récemment. J'ai acheté quasiment que de la SF récemment, mais au-delà du fait de découvrir de la vieille fantasy, j'ai envie de découvrir de la SF. Et j'ai envie de découvrir les classiques de la SF. C'est-à-dire que j'ai envie de découvrir notamment des textes qui sont adaptés de grands films de la science-fiction ou de post-apo. Je suis une légende, La planète des singes. Tous ces textes-ci, j'ai envie de les découvrir pour déjà voir la forme de base, parce que souvent, par exemple Starship Trooper, voilà, c'est des textes qui sont très éloignés voilà, du film. Donc ça, j'ai très envie, et il faut que je me lance, parce qu'à un moment, il faut que je vous l'avais mis dans des auteurs que je ne voulais pas lire, et c'est quelqu'un, je préfère le redire, parce qu'il faut que vous soyez conscient des choses quand vous lisez cet auteur, et ce que ça a comme implication. Il est mort, donc voilà, et ses héritiers ne sont pas, a priori, il n'y a pas d'argent qui est reversé dans des choses un peu problématiques, mais je vais lire Asimov donc, qui a écrit Le cycle des robots, Fondation, voilà, il faut que je me lance, c'est le classique, on m'en a dit beaucoup de bien. De toute façon, je savais que j'allais lire Asimov un jour ou un autre, mais là, je me dis, je me sens un peu plus prête. Je tiens à remettre en contexte Asimov est connu dans le monde de l'édition, et il y a eu beaucoup de témoignages, c'est un cas pratique, hein. Le gars, pour être un harceleur et un agresseur, voilà, c'est quelqu'un qui avait un comportement envers les femmes extrêmement déplacé, qu'importe ce que disent les gros machos et les gens qui n'ont pas de problème avec ça. Mais Asimov est un sacré salaud. Et ce qui fait que j'avais pas forcément envie de le lire. Je sais que ces textes sont sexistes, hein, on m'a prévenu là-dessus, mais pour moi, c'est des textes un peu comme j'ai lu, je suis en train de lire Dune, Le Seigneur des Anneaux, c'est des textes qui sont fondateurs, et si je veux bien me lancer dans la SF, j'ai envie de lire les classiques avant de lire les nouveautés, de peur de trouver les classiques plus tard fades. Voilà, c'est mon choix, parce que c'est ma façon de procéder, mais il faut que je lise Asimov, donc voilà, on lira Asimov. Il y a alors les Princes d'Ambre me tentent toujours, mais il y a plein de cycles différents, a priori il faut que je me renseigne, mais à chaque fois que je vais en librairie, même en spécialisé, ils les ont jamais, parce que je pense que c'est une série qui est plus tellement lue. La deuxième chose, alors parce que j'aime bien cet auteur, j'ai lu un texte de lui, mais je voudrais lire plus du Guy Gabriel Kay, donc notamment je voudrais lire La tapisserie de Fiavonard, je crois que c'est ça le nom. Grand texte, ça c'est un de ses textes les plus célèbres. Ce truc me donne envie depuis des années, et il faut que je lise. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est un auteur qui écrit très bien. Il a écrit dans d'autres styles, voilà, dans d'autres époques, c'est plutôt de la fantaisie historique, de ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai lu de lui. Et donc j'ai envie de me lancer dans ce cycle-ci, et j'ai envie aussi de me lancer dans le cycle de Deas, donc je vous mets là. En fait, c'est les grosses collections chez J'ai lu que j'adore, qui me font de l'œil depuis longtemps, les grosses intégrales, pas toujours avec des très bonnes critiques, voilà, faut le dire, mais j'ai envie de continuer la collection, et c'est surtout des classiques de l'imaginaire, donc voilà, DH, je sais juste qu'on parle de dragons, voilà, et des dragons costauds, a priori. Donc ça va être les deux cycles que j'ai envie de découvrir. Le troisième, et pas des moindres, je sais pas, ça m'est revenu là, je pense l'année prochaine terminer Robin Hobb, du moins de ce qui est sorti de l'Assassin Royal, voilà, ça c'est dans mes objectifs. Et après, je voudrais
relire plutôt un autre cycle, j'aimerais avancer et peut-être pas finir cette saga parce qu'elle est énorme, mais avancer quand même conséquemment dans le cycle de Pug le magicien de Feist, voilà, qui est quand même le grand classique qui est sorti avant l'Assassin Royal. Je dis ça parce qu'on les compare beaucoup, sachant que Feist l'a écrit avant. C'est le même pitch de base, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui va être pris sous l'aile de son roi et qui va à qui va arriver pas mal d'aventures. Il faut savoir que Feist, donc c'est l'histoire de Pug qui va devenir l'apprenti magicien. Pug qui a des liens aussi avec le roi en place. J'ai lu la première trilogie de base à l'adolescence et j'avais commencé la deuxième, mais là en fait je voulais me relancer, mais j'ai quasiment aucun souvenir. À part le tome 1 qui est assez prégnant, je vais relire tout. C'est une saga, alors ça fonctionne par cycle de trilogie, mais il doit en avoir au moins 7 ou 8. C'est énorme, mais j'ai très très envie. Ça fait partie des classiques et pour le coup, c'est pas celle qu'on met le plus en avant. On parle beaucoup de l'Assassin Royal et dans mes souvenirs, moi j'avais adoré Pug le magicien quand j'étais ado et de toute façon, cette série j'avais adoré. Et même Fiery de Feist, j'aime beaucoup l'écriture, mais c'est vrai que j'ai envie. Ça va être un regard plus adulte que je vais avoir, mais j'ai envie de lui redonner une chance et c'est surtout que j'ai arrêté de la lire parce que j'ai laissé passer les mois, les années et que j'ai un peu décroché, mais que c'était pas une série très très mauvaise, hein. Au contraire c'était une très bonne série, donc j'ai hâte de me remettre dedans, sachant que j'ai déjà les 4 premiers tomes, donc ça fera des petites économies et en plus je m'en souviens quasiment plus, donc tant mieux parce que vraiment ça je les ai lus avant la chaîne il me semble, donc j'avais je crois j'ai dû commencer à lire ces textes là quand j'avais 16-17 ans, hein. C'est commence à remonter ma chère Lucette dans tout ça. Vous voyez, je mets mes lunettes pour regarder parce qu'elles sont sales mais je vois rien sinon, mais il y a un objectif qu'il faut que je tienne et vous savez lequel c'est. 2024, c'est Terry Goodkind. 2024, je finis la série de l'épée de vérité. Il me reste 4 tomes. 4 tomes, normalement. Je suis au tome 9 ou 10, je ne sais plus. 10, je crois. Il faut que je finisse. Il faut terminer. C'est horrible. Voilà, je déteste les derniers tomes, mais il faut que je termine, que je fasse cette vidéo. Il faut que j'ai le fin mot de cette histoire. Parce que c'est de pire en pire. Et que je veux voir jusqu'où c'est mauvais. Au moment, voilà, c'est mon petit plaisir masochiste. Mais pour ma satisfaction personnelle, je veux terminer l'épée de vérité. Voilà. J'en fais le serment, peut-être pas, mais il faut que j'aille en librairie d'occasion, que je les prenne, que je les note, parce qu'à chaque fois, je ne sais plus quel tome j'ai, parce qu'il me semble que j'ai le tome 11, donc là, je dois être au tome 9, mais il manque le tome 10, 12, 13 et 14. Bref, ça va se faire, parce qu'en plus, je les lis super vite, vu que c'est pas très bon. L'épée de vérité, c'est l'histoire de Richard. Richard, qui est le sourcier, qui va donc défaire le grand méchant de l'histoire, accompagné de Callahan, qui est une sorte d'inquisitrice, une nana qui peut lire dans les pensées des gens. Et combien les premiers tomes, surtout le premier tome, avait beaucoup plu quand j'avais, je sais même plus, je les ai lus avant que j'ai 15 ans, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est beaucoup moins bien, voilà, et très problématique, et pour ça c'est une saga, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais il faut que je la termine, il faut que j'ai le fin mot de l'histoire de Richard, et que je tourne la page dans ma vie de lectrice, parce que vraiment, je crois que dans mon souvenir que j'ai lu le premier tome à 12-13 ans, donc je vais en avoir 30. On est sur une date de péremption quand même là, donc pour le coup, il faut que je lise, c'est mon objectif de cette année. Finir cette bouse de Terry Goodkind maintenant. Mais j'ai hâte d'une certaine manière de voir jusqu'où l'auteur va aller, parce que le dernier tome était tellement horrible en termes de ce que ça racontait, de ce que ça voulait dire, que je me dis jusqu'où il va aller, on va aller où comme ça, jusqu'où Richard va me casser les roubignoles, voilà, jusqu'où. Mais ça va être un petit peu l'objectif. Donc on va conclure par Terry, tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous, votre petit bilan de cette année, vos envies. Je serais très curieuse d'avoir vos envies littéraires, comme ça me donne des idées. Il faut savoir que j'achète pas mal en fonction de vos idées en ce moment, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais pas forcément porté mon attention, que quand tu fais des recherches sur Internet, c'est toujours les mêmes sagas, les mêmes livres qui sont mis en avant. Donc voilà, je vous en remercierai. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.